Bonjour Nicolas Revel. Bonjour. Bonjour. Plus de 15 millions de touristes sont attendus cet été dans la capitale pour les Jeux Olympiques. Est-ce que les hôpitaux seront prêts ? Ça fait maintenant plus d'un an et demi que nous nous préparons à cette échéance. Et oui, je crois pouvoir vous dire que les hôpitaux de Paris, de la PHP, seront prêts. Tout l'exercice que nous avons fait, ça a été d'anticiper ce que va être la pression, le nombre de patients que nous allons recevoir. Nous savons qu'il y aura beaucoup de visiteurs pour les Jeux Olympiques et on ne sera donc pas dans un été tout à fait normal. L'été, normalement, vous le savez, les Franciliens partent en vacances, nos professionnels eux-mêmes prennent des vacances, donc on ferme des lits. À peu près 30% de nos lits sont fermés au cœur de l'été. Et là, pour les Jeux Olympiques, évidemment, notre travail était de dire où est-ce qu'on va devoir rouvrir davantage de lits. Donc on a fait un travail assez fin avec les services de l'État et on a identifié une petite centaine de services qui seront incontestablement sollicités. Alors c'est évidemment les SAMU, c'est les urgences, tout ce qui se suit après les urgences, ça va être de la chirurgie, ça va être des soins critiques, des soins intensifs. Et là, on prévoit d'ouvrir davantage de lits. On va mobiliser davantage de professionnels. Et donc, on les a évidemment informés à la fin de l'année dernière. On a mis en place un dispositif d'accompagnement parce que certains vont devoir renoncer à prendre tous leurs congés pendant les mois de juillet et août. Les soignants, mais aussi ça peut être d'autres types de compétences. On parlera peut-être de la cybersécurité, mais il faut aussi qu'on ait des équipes informatiques. Et donc, oui, les plannings sont faits. Et donc, nous serons, je pense, au rendez-vous de cet événement. Donc, plus de patients potentiels, moins, sur le papier, il y avait moins de soignants parce que beaucoup sont en vacances. Il a fallu faire appel à des soignants d'autres régions ? Non, on a vraiment travaillé avec les professionnels de la PHP, encore une fois, en ciblant les services qui seront particulièrement sollicités. Vous savez, on est à peu près 100 000 professionnels à la PHP, donc ça permet, quand il s'agit de trouver des volontaires pour être présents un peu plus pendant l'été, on a ce qu'il faut, entre guillemets. Et donc, voilà, ce qui pour nous est hyper important, c'est d'avoir des plannings prêts, des professionnels seront présents. Après, on ne sait pas très bien ce qui va être en réalité la véritable pression. Oui. On se prépare au cas où. Quand on regarde ce qui s'est passé à Londres, quand même, juste pour se donner un ordre de grandeur, c'était il y a un peu plus de 10 ans, certes, mais enfin, c'est une capitale proche. On voit en réalité qu'il n'y a pas une pression supérieure, particulièrement forte sur le système de santé. Reste qu'il faut être prêt au cas où cette pression s'exercerait. Donc vous avez demandé aux soignants de décaler leurs vacances cet été. En contrepartie, qu'est-ce qu'ils gagnent ? En fait, certains d'entre eux, oui, en effet. Donc, dans les services, il y a plein de services de la PHP où l'été va être normal. On va fermer des lits comme d'habitude et on ne demande rien de particulier à nos professionnels. Où, par exemple ? Par exemple, quand vous prenez... il y a des services qui ne seront pas concernés par la pression des Jeux Olympiques. Nos maternités, des services de cancérologie, en gériatrie. On n'a pas de raison d'avoir une pression particulière liée aux Jeux Olympiques. En revanche, il y en a d'autres où c'est le cas. C'est cette petite centaine de services dont j'ai parlé. Et là, dans ces services-là, parce qu'on va rouvrir plus de lits, parce qu'on va demander à ces professionnels d'être plus nombreux présents pendant les 3 semaines des Jeux Olympiques, eh bien, les professionnels qui ne pourront pas prendre 3 semaines de congé en juillet et août bénéficieront d'une indemnité spéciale qui sera versée à cette occasion. Elle va dépendre, c'est selon qu'on est médecin, infirmière, c'est catégorie A dans la fonction publique, aide-soignant, on a un montant qui est différent. Mais ça a été décidé, ça y est, c'est fixé ? Oui, c'est fixé, c'est connu, on l'a partagé en interne avec toutes les équipes concernées. Mais c'est pas public ? Si, c'est parfaitement public. Alors si je suis infirmière à l'hôpital, à la PHP, je gagne combien en plus si je reste pour les JO ? Donc on aura ces 1200 € qui seront versés pour une infirmière d'une prime. D'abord, quand on n'a pas pu prendre tous ces congés, d'abord on les garde. C'est pas un renoncement à prendre ces congés. Donc c'est une prime qui vient en plus et qui indemnise le fait de ne pas avoir pu, à l'été 2024, prendre 3 semaines comme à l'habitude. Ça veut dire qu'ils prendront leur semaine, par exemple, à la rentrée. Ça veut dire qu'il peut y avoir moins de personnel au moment où les Franciliens sont rentrés ? C'est évidemment aussi pour nous un sujet de préoccupation parce qu'il ne s'agit pas d'être hyper mobilisé, très présent au cœur du mois d'août et ensuite quand tout le monde rentre, d'avoir des trous dans nos services. Et donc évidemment les plannings sont faits tout le long de l'année et en septembre-octobre on veille
à ce que les équipes soient complètes. Ça veut dire donc que certains d'entre eux vont garder leur congé, mais vont devoir les prendre beaucoup plus tard. Donc on a ouvert la possibilité, vous savez qu'on a tous des comptes épargne-temps, et donc il sera possible de mettre ces jours sur un compte épargne-temps, y compris quand les CET, les comptes épargne-temps sont saturés, on autorise le fait qu'on les déplafonne. Vous nous avez dit, on se prépare à tous les scénarios, toutes les hypothèses, ça veut dire par exemple un scénario où il y a un cumul Jeux Olympiques et crise sanitaire ou canicule? Alors évidemment, canicule, on s'attend à ce qu'il y ait des... comme chaque été, on ne sait pas très bien forcément si ce sera pile poil au moment des Jeux Olympiques, mais pendant l'été, il y a toujours des moments de canicule, donc on l'a évidemment intégré comme une hypothèse de base. Et puis après, il faut être prêt aussi au cas où il y aurait des événements plus exceptionnels. Ça peut être des risques attentats aussi. Risque attentat, ça peut être un mouvement de foule. Et donc là aussi, nous avons des dispositifs ad hoc qui permettent de réarmer en rappelant, pour le coup, là, parce que c'est un événement exceptionnel, on rappelle des professionnels. Nicolas Revel, les praticiens de la PHP sont autorisés à exercer 2 demi-journées par semaine pour leur compte. Dans un rapport révélé par Le Monde, on apprend que les revenus liés à ces consultations privées, justement, ont augmenté de 25% sur un an. Vous confirmez ces chiffres ? Alors, Petit 1, c'est pas les professionnels de la PHP, c'est dans tous les hôpitaux publics. Il existe depuis très très longtemps une possibilité donnée à des médecins de pouvoir, sur, comme vous l'avez dit, 20% de leur temps, 2 demi-journées sur la semaine, de pouvoir pratiquer des consultations ou des actes à titre privé ou libéral. Bon. Alors, c'est seulement 5% de médecins qui pratiquent cette activité libérale. Ça représente à peu près 2% des actes et des consultations à l'échelle de la PHP. Et c'est vrai. Et c'est vrai que sur l'année 2022, on a eu une progression forte qui est de 15%. 15% d'augmentation des actes en consultation libérale. Et c'est là où on en a parlé on a au sein de tous les hôpitaux, il y a ça s'appelle une commission médicale d'établissement qui réunit un très grand nombre de médecins qui sont élus par leurs pairs. Et donc on a examiné ces éléments lors de la dernière réunion. On a partagé ces chiffres et on s'est dit qu'il fallait probablement informer, sensibiliser un certain nombre de ces professionnels au fait qu'en effet, ça peut être un peu délicat d'avoir une progression forte de son activité privée quand dans le même temps, sa propre activité publique n'augmente pas, voire celle du service dans lequel on exerce elle-même est stable ou diminue. Mais ça veut dire quoi ? Parce que si on traduit les chiffres quand même, si on traduit les chiffres, Nicolas Revel, est-ce que ça veut dire que des spécialistes qui travaillent chez vous en fait préfèrent orienter les patients lors de leur consultation privée en mode libéral plutôt que pour l'hôpital public? Alors d'abord, ils sont tenus, il y a des règles déontologiques, il y a des règles de base, c'est qu'on ne peut pas faire plus de 20%. Et quand on reçoit un patient, on doit forcément lui laisser le choix. Mais est-ce qu'il y a des abus ? Alors, il y a la lettre et l'esprit. L'esprit, c'est ce que j'ai indiqué. Je trouve que le fait d'avoir une progression de son activité libérale, ça n'est pas, c'est conforme à la lettre du texte. Je pense que ça pose une difficulté quand on progresse sur l'activité libérale et que l'activité publique, elle, est stable ou se réduit. Et après, il peut y avoir, oui, des abus quand... mais ça, c'est très peu de monde. C'est une dizaine sur lequel on va regarder de plus près. On a le sentiment que l'activité libérale est tellement forte que le respect de la règle des 2 demi-journées pourrait être, entre guillemets, à vérifier. Voilà. Traduisons-vous. Traduisons. C'est-à-dire, il va se passer quoi pour ces gens-là qui ils vont se faire taper sur les doigts. Ils vont se faire taper sur les doigts, ils vont être sanctionnés ? Ils vont être effectivement convoqués et parfois ils peuvent être sanctionnés, c'est qu'on peut tout d'un coup à un moment donné leur interdire de poursuivre leur activité libérale pendant un certain temps. Maintenant, je le redis parce que on en parle, mais enfin, je le redis, c'est quand même 5% de nos médecins et c'est 2% des actes et des consultations. Donc quand on va à la PHP aujourd'hui, à 98%, on est pris en charge normalement dans un cadre public à tarif opposable et sans reste à charge. Je le dis parce que c'est quand même important de remettre l'église au milieu du village et même si, encore une fois, on va regarder les choses de très près. Nicolas Revel, patron de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, vous êtes avec nous jusqu'à 9h. On vous retrouve juste après le fil info, 8h42, Mathilde Romagnan. La simplification administrative au menu d'un déplacement du Premier ministre. Ce matin, à Sceaux, dans les Hauts-de-Seine, Gabriel Attal doit annoncer par exemple le versement automatique des bourses scolaires aux bénéficiaires sans qu'il n'ait à remplir de formulaire. Après l'échec des négociations entre patronat et syndicats, le gouvernement reprend la main sur l'assurance chômage. C'est lui qui fixera les nouvelles règles d'indemnisation pour les demandeurs d'emploi à partir du 1er juillet prochain. Kenji Girac parle d'un accident à
après sa blessure par balle, mais une enquête a tout de même été ouverte pour tentative d'homicide volontaire. Hier matin, le chanteur de 27 ans a reçu un coup de feu au thorax sur l'aire d'accueil des gens du voyage de Biscarrosse dans les Landes. En football, l'Inter Milan est champion d'Italie, c'est son 20e titre et c'est même le deuxième club de l'histoire à remporter ce titre pour la 20e fois. Il a battu l'AC Milan 2-1 hier soir, dont un but marqué par l'avant-centre français Marcus Thuram. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Et le directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Paris, Nicolas Revel, le gouvernement discute avec les généralistes sur la question des gardes. Ça vous concerne indirectement. Plus de gardes dans les cabinets de médecine de ville, c'est de nature à soulager les urgences dans les hôpitaux. Oui, bien sûr. On a, vous le savez, une pression qui est constante, qui pendant très longtemps a beaucoup augmenté. Là, elle se stabilise sur nos services d'urgence. Et dans nos services d'urgence, on voit arriver très souvent des malades, des patients qui en réalité n'ont pas besoin d'aller à l'hôpital s'ils pouvaient trouver une consultation en ville plus facilement. On a trop tendance à confondre les urgences avec la première porte d'entrée vers la médecine. Parce que c'est simple, parce qu'on sait qu'on sera reçu, parce qu'on sait que par ailleurs, on pourra bénéficier d'analyses, d'examens, et puis, le cas échéant, d'une hospitalisation si c'est grave. Bon, les médecins, les généralistes, ils ne font pas leur part ? D'abord, c'est pas que le sujet de la garde, en fait, en réalité. C'est comme l'immense difficulté qu'on a dans une situation où, par ailleurs, il faut le dire, parce que moi, je parle au nom de l'hôpital et donc j'appelle à ce que, évidemment, la médecine de ville fasse sa part, mais la médecine de ville, il faut bien être conscient que la situation des médecins généralistes en ville est difficile. Paris est un désert médical ? Oui, bien sûr. L'Île-de-France est un désert médical. On a à peu près 5% uniquement du territoire de l'Île-de-France où on considère que la densité médicale en médecins généralistes est satisfaisante. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, l'Île-de-France n'est pas un territoire favorisé en nombre de médecins, en tout cas en médecine générale. Bon. Donc, le métier de médecin généraliste est aussi un métier difficile. Il y a de moins en moins de médecins généralistes en exercice. Ils ont une activité qui est assez lourde. Et ce qu'on essaye de travailler depuis plusieurs années avec eux, c'est au-delà de ce qu'ils fassent davantage de garde le soir, la nuit et les week-ends, c'est aussi qu'ils acceptent de pouvoir recevoir dans la journée des patients, ce qu'on appelle sans rendez-vous, parce qu'à un moment donné, ces patients appellent le 15, le SAMU, et plutôt que de leur dire allez aux urgences, on leur dit on va vous trouver un rendez-vous chez un généraliste, aujourd'hui ou demain, près de chez vous, et ça suppose que les généralistes acceptent de libérer des créneaux. Ce qui n'est pas le cas. Non, mais ils le font. Parce que là, beaucoup de nos auditeurs en ont fait l'expérience, ils appellent le médecin, on ne reçoit pas de nouveaux patients. Bien sûr, je suis d'accord, je ne suis pas en train de vous dire que la réalité n'est pas difficile, mais il y a des progrès qui se font, parce qu'on a de plus en plus de généralistes, y compris en Ile-de-France, qui acceptent de s'inscrire dans ce dispositif, c'est le service d'accès aux soins, et donc qui permet maintenant, mais il faut continuer, parce qu'on est loin d'avoir évidemment atteint la cible, de pouvoir ainsi mobiliser tout le monde. Mais du coup, vous comprenez le gouvernement qui conditionne l'augmentation du tarif de la consultation à 30 € comme le veulent les médecins, à ces gardes, à ces efforts supplémentaires. Je pense que c'est... il se trouve que dans ma vie antérieure, j'ai dirigé la Caisse nationale d'assurance maladie, j'ai négocié la convention de 2016 avec eux, et je comprends très bien, en effet, qu'il y a à la fois une attente de la part des médecins d'avoir de meilleurs revenus et une revalorisation de leurs honoraires, mais je trouve qu'il est très légitime qu'en contrepartie, il y ait un certain nombre de choses. Les tarifs hospitaliers du secteur privé n'augmenteront que de 0,3% cette année, contre 4,3% chez vous, dans les hôpitaux publics, ce qui provoque évidemment la colère des cliniques privées. Elles appellent à la grève le 3 juin prochain. Vous comprenez leur incompréhension ? Bon, je pense qu'ils ont été en effet surpris par l'écart, 0,3, 4,3, il y a 4 points d'écart. Bon. Il y a quand même 2 éléments qui l'expliquent. La première, c'est que il y a eu des revalorisations salariales dans la fonction publique qui ont été importantes au cours de ces années. Il y a eu le Ségur dans les années 2020-2021, mais il y a eu des revalorisations du point de la fonction publique, il y a eu des revalorisations de la rémunération des personnels de nuit, il y a eu la prime pouvoir d'achat de Stanislas Guérini. Donc tout ça a créé des charges supplémentaires sur les hôpitaux publics. Mais donc, du coup, ça désavantage les cliniques privées. Il était normal que l'État verse aux hôpitaux de quoi financer ces mesures nationales. Et il y a un deuxième élément, c'est que les hôpitaux publics ont subi beaucoup plus fortement que les cliniques le choc du Covid. Et le choc du Covid, ça s'est traduit par des départs massifs de professionnels et par une baisse d'activité. Et donc aujourd'hui, nos hôpitaux publics n'ont pas encore retrouvé l'activité qui était la leur avant le Covid. Bon. Ce qui se traduit par des déficits très importants. Et donc il y a aussi besoin que le niveau des tarifs prenne en compte
cette différence de situation. Les cliniques ont retrouvé leur activité d'avant Covid. Bon. Alors après, il y a une réaction de la part des cliniques, il y a un appel à la grève, c'est pas rien d'appeler à la grève et la cessation des soins. Moi, j'espère vivement que d'ici début juin, les esprits s'apaisent et que le dialogue soit au rendez-vous, parce que j'alerte sur le fait qu'il serait, pour les patients, très difficile d'avoir une grève sur des activités par ailleurs qui peuvent être des activités d'urgence, des activités critiques qui sont exercées par les cliniques. Et vous parlez des difficultés de l'hôpital public. Eux disent, voilà, les établissements non rentables, ils vont fermer. Et là, pour le coup, ça aurait des conséquences, y compris dans l'hôpital public, avec une surcharge. Non, mais je pense qu'il faut être évidemment attentif. Il y a un très grand nombre de cliniques. Certains étaient déjà avant cette campagne tarifaire en difficulté financière, d'autres ne le sont pas. Donc je pense qu'il faut évidemment regarder les situations cas par cas. Nicolas Revel, il y a une piste d'économie dans le domaine de la santé envisagée par le gouvernement. Elle concerne les transports médicaux. Ces taxis conventionnés qui amènent nombre de patients dans vos hôpitaux pour des consultations notamment. Ces professionnels disent qu'ils ne peuvent pas faire plus d'efforts parce qu'eux aussi ont été frappés par l'inflation. Et prendre en charge un patient, le prendre de chez lui pour l'amener à l'hôpital, ça nécessite du temps. Il faut bien s'en occuper. On ne peut pas le faire n'importe comment, notamment en covoiturage comme le propose le gouvernement. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux ? Moi, je trouve très logique qu'on favorise le covoiturage. On a des patients qui vont très régulièrement à l'hôpital parce qu'ils ont soit des chimiothérapies, soit des dialyses. Et donc, les choses se programment, s'organisent. Et donc, demander, quand les patients habitent pas très loin les uns des autres, de pouvoir demander à un taxi, de pouvoir les transporter à 2 ou 3 passagers avec un tarif adapté. Parce qu'il ne s'agit évidemment pas de dire qu'on va payer 3 transports pour le prix d'un. Donc, moi, je ne connais pas le détail de la négociation. Mais ils disent que techniquement, c'est compliqué parce qu'ils prennent en charge le malade, ils l'amènent jusque dans vos services. Ça, voilà, c'est de l'accompagnement important quand il s'agit d'un patient. Enfin, aujourd'hui, il y a déjà du covoiturage. Je pense que c'est logique. On a quand même un système en France où on prend très largement en charge le transport sanitaire des malades. Beaucoup plus que dans tous les autres pays européens. Donc c'est un poste qui par ailleurs augmente assez régulièrement, de se dire que quand c'est possible, quand les patients en sont d'accord, on arrive à faire justement ces transports groupés, et encore une fois en veillant à ce que le taxi soit correctement rémunéré, je pense que c'est de bon sens. Nicolas Revel, directeur général de la PHP, on vous retrouve juste après le fil info, 8h50, Mathilde Romagnan. Après avoir proféré des menaces de mort sur le proviseur du lycée Maurice Ravel, un homme de 26 ans est jugé aujourd'hui à Paris. Le chef d'établissement a été visé suite à une altercation avec une élève pour qu'elle enlève son voile. C'était en février dernier. Il avait alors quitté ses fonctions. Le Premier ministre va officialiser ce matin une série de mesures de simplification administrative lors d'un déplacement à Sceaux dans les Hauts-de-Seine. Parmi elles, le versement automatique des bourses scolaires ou encore la généralisation progressive de l'intelligence artificielle au service des usagers. Le Parlement britannique a adopté cette nuit un texte controversé. Il prévoit l'expulsion vers le Rwanda de demandeurs d'asile entrés illégalement au Royaume-Uni. Une mesure phare du gouvernement conservateur de Rishi Sunak dans sa lutte contre l'immigration clandestine. Le gouvernement français lui reprend la main sur l'assurance chômage. Il fixera lui-même les nouvelles règles d'indemnisation pour les demandeurs d'emploi à partir du 1er juillet, conséquence de l'échec des négociations entre syndicats et patronat. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Toujours avec Nicolas Revel, le directeur général de la PHP, un harcèlement sexuel et moral. C'est ce dont est accusé l'urgentiste Patrick Pelloux par l'infectiologue Karine Lacombe. Lui réfute. Tous les deux travaillent pour vous à la PHP. Est-ce que vous les avez appelés ? Est-ce que vous les avez reçus ? Alors j'ai eu des échanges avec les uns et les autres. Moi, ce que je retiens en fait de cette affaire qui remonte à 20 ans, c'est un livre fait par Karine Lacombe qui revient sur un épisode qu'elle a vécu il y a 20 ans quand ils étaient l'un et l'autre au service des urgences de Saint-Antoine. Moi, ce que je retiens, et c'est ça le plus important, c'est que la parole doit se libérer. Voilà. Et elle se libère. Elle commence à se libérer. En réalité, elle a déjà commencé à se libérer. Et on est en train
je pense, progressivement un peu de passer un cap et de changer de monde, c'est fondamental. À la PHP, c'est quand même doté, sachez-le, parce qu'il y a une politique vraiment de tolérance zéro qui est en place à la PHP comme dans l'ensemble des hôpitaux sur ces sujets de harcèlement sexuel, mais pas que sexuel, harcèlement moral aussi. On a mis en place il y a 3 ans, donc avant ma prise de fonction à la PHP, une cellule centrale qui reçoit des signalements, qui les traite. On prend des sanctions quand il y a des faits avérés. Voilà. Après, on sait les que internes, Nicolas Revel, les internes qu'on interroge parlent d'une omerta. Je suis d'accord. On sait que, en fait, ce début, cette politique qui est là et qui est réelle, qui fait que quand il y a un fait, quand il y a un signalement qu'on reçoit, on l'examine. Quand on doit enquêter, parce qu'il faut évidemment aller vérifier, on le fait. Et quand on doit sanctionner, on sanctionne. Moi, j'ai 4 médecins, professeurs de médecine, juste sur l'année 2023-24, qui ont été suspendus pour des faits de harcèlement, soit sexuel, soit moral, au sein de la PHP. Bon. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est évident. C'est pour ça que je dis qu'il faut que la parole se libère, qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'ose pas déclarer et signaler. Et donc c'est cette bataille-là qu'il faut faire. On a d'ailleurs fait, nous, à la paix, en novembre, une grande campagne de communication interne pour appeler tout le monde à signaler, soit pour soi-même, soit pour quelqu'un qu'on voit subir des choses inacceptables, pour pouvoir justement déclencher les vérifications, les sanctions et le fait d'arrêter. Mais dans d'autres institutions, il est arrivé qu'on découvre que c'est culturel, que c'est systémique. Est-ce que vous diriez que c'est systémique à la PHP ? Non, je pense que ça n'est pas systémique à la PHP. Je ne sais pas ce qu'était la situation il y a 20, 30, 40 ans dans les hôpitaux comme dans bien d'autres secteurs professionnels. Mais quand 8 femmes médecins sur 10 affirment avoir été victimes de comportements sexistes à l'hôpital, c'est pas systémique ? Non, je pense que ça traduit des faits qui s'inscrivent dans la durée. Je pense qu'aujourd'hui, je ne parle pas de ce qui se passait dans les hôpitaux il y a 10, 20, 30 ans. Je pense qu'aujourd'hui, on a fait du chemin, mais qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Je pense qu'il y a encore aujourd'hui, en effet, des actes, des comportements, des propos qui ne sont pas acceptables, qui ne sont pas systémiques au sens où ils ne sont pas majoritaires, mais ils sont suffisamment nombreux pour qu'on doive s'en préoccuper. Et nous, encore une fois, en novembre, avant ces nouvelles déclarations, parce qu'il y a régulièrement des révélations sur ces sujets, nous avons jugé nécessaire de faire une campagne interne pour signaler les faits de harcèlement que vous vivez dans les services et dans les hôpitaux. Nicolas Revel, il va y avoir une réforme de l'aide médicale d'État par voie réglementaire avant l'été. Vous vous étiez inquiété au moment du débat au Sénat cet automne des effets sur la santé publique en cas de restriction des prises en charge des personnes en situation irrégulière. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes toujours inquiet ? Bon, moi, je n'ai pas changé d'avis. J'indiquais au moment où le Sénat avait voté en première lecture une transformation de l'aide médicale d'État qui devenait en fait un dispositif uniquement sur les soins urgents, sur les situations les plus graves, que c'était un contresens par rapport à la manière dont on doit prendre en charge des personnes, entre guillemets, malades. Voilà. Il ne faut pas attendre que les gens soient très malades pour commencer à les soigner. Mais là, il est quand même question de réformer l'aide médicale d'État. En l'espèce, ce que je comprends, mais moi je n'ai pas connaissance aujourd'hui d'un texte, c'est que on va vers une réforme qui passera par la voie réglementaire et donc qui ne touchera pas à ce qu'on appelle les conditions de prise en charge. Qu'est-ce qui est pris en charge, qu'est-ce qui est remboursé, qu'est-ce qu'on soigne, qu'est-ce qu'on ne soigne pas, c'est ce qu'on appelle le panier de soins. Ce dont il s'agit, c'est de renforcer, durcir un certain nombre de formalités administratives pour accéder à l'AME. Alors je ne sais pas exactement encore de quelle nature, mais je prends un exemple. Il y a déjà 4-5 ans, il y a eu une première réforme de l'aide médicale d'État qui a consisté, par exemple, à exiger que la personne qui demande l'aide médicale d'État, au moment où il fait sa demande, vienne physiquement dans la caisse primaire pour déposer son dossier. Parce qu'on savait qu'on avait des demandes qui se faisaient via des associations pour des personnes qui n'étaient pas encore présentes sur le sol national. Bon, je pense que c'était une mesure de durcissement réglementaire de bon sens. Là, la mesure, d'après ce que dit le ministre délégué à la Santé, Frédéric Valletoux, la mesure porterait sur les conditions d'accès, effectivement. Il serait question, par exemple, de prendre en compte les revenus du foyer, non pas seulement de la personne en question. Ça va dans le bon sens, ça, ou pas ? Je ne sais pas si ça va dans le bon sens ou dans le sens, mais à un moment donné, quand vous avez une prestation qui est sous condition de ressources, on prenne en compte le foyer. On le fait sur plein d'autres dispositifs sociaux. Donc, je ne pense pas que ça, ce soit de nature à bouleverser l'économie générale du dispositif. On a une dernière question. Évidemment, on ne la traitera pas dans la minute qui nous reste, mais parce que c'est un sujet très vaste. J'ajoute juste un mot, excusez-moi. Ce qui comptera à la fin des fins, c'est que les personnes malades dans ce pays, qui résident dans ce pays,
puissent accéder aux soins et se soigner. Je pense que ce sera quand même à la fin des fins l'élément. Il est hors de question de refuser des personnes. La loi sur la fin de vie est discutée depuis hier soir en commission spéciale à l'Assemblée. Il y a des soignants qui s'inquiètent du changement de relation que ça induirait entre médecins et patients. Est-ce que vous êtes sensible, vous, comme patron de la PHP, à cette crainte? Est-ce que vous l'entendez? Oui, elle s'exprime au sein de la PHP. En fait, au sein de la PHP, vous avez 100 000 professionnels, vous avez une dizaine de milliers de médecins, vous avez aussi des infirmiers, des paramédicaux. Tout le monde a un avis sur le sujet. Et évidemment que les médecins, les soignants sont directement concernés. Et certains peuvent avoir des réactions qui sont de soutenir cette évolution, d'autres d'avoir des réserves ou des craintes. Donc il faudra que d'abord nous, on va attendre que la loi soit votée, on va l'appliquer et on va essayer de travailler dès lors que nous aurons déjà sans attendre d'ailleurs la loi définitive, dès l'été, on va évidemment au sein de la communauté APHP travailler pour voir comment on met en place ce nouveau dispositif. Et vous, dans la position qui est la vôtre, est-ce que vous donnez votre position justement sur ce sujet-là? Moi, tout citoyen, tout individu a par définition un point de vue sur le sujet. Moi, je suis évidemment convaincu que la législation doit évoluer sur cette question. J'en suis profondément convaincu. Après, c'est au législateur d'en définir les modalités. Et après, en tant que directeur de la PHP, moi, ma responsabilité sera que cette loi se mette en œuvre dans les meilleures conditions possibles. Merci beaucoup Nicolas Revel d'avoir été l'invité du 8-30 France Info. Je vous laisse en compagnie de Salia Braclia, le programme des informés dans 5 minutes. 2 sujets au menu, des travaux d'intérêt éducatif pour lutter contre la violence des jeunes. C'est la réponse de Gabriel Attal. Est-ce vraiment efficace? A-t-on les moyens de les mettre en œuvre, ces travaux, de les mettre à bien? Et puis ça y est, le gouvernement a décidé de reprendre la main sur l'assurance chômage. Mais pourquoi faire? Quelles sont les réactions des partenaires sociaux? Eh bien, on en parle dans un instant avec Renaud Dely et ses informés. A tout de suite sur France Info.